Bien, bonjour, Eric Freedom pour une autre capsule avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des frais ou des dépenses qui sont reliées aux véhicules qui nous transportent, c'est-à-dire les voitures. Je vous laisse savoir d'emblée que personnellement, j'ai jamais possédé une voiture neuve de ma vie. Est-ce que c'est parce que j'en avais pas les moyens financiers? Oui, puis non en même temps, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que financièrement parlant, je peux toujours me permettre une voiture neuve. Que ce soit comme plusieurs, c'est-à-dire par la première, deuxième, troisième chance au crédit ou par des frais de location, ça ne serait pas un problème. Par contre, il y a un problème. Et le problème, c'est si tu loues la voiture, ça veut dire qu'elle n'est pas à toi. Par contre, si tu achètes la voiture et que tu la mets sur des paiements, ça veut aussi dire qu'elle n'est pas à toi, mais au gérant de crédit jusqu'à temps que tu aies fini de la payer. Dans mon cas, j'achète, je ne loue pas. Je paye comptant et je n'emprunte pas. Donc, vous connaissez déjà un petit peu ma façon de fonctionner si vous avez écouté les autres capsules. Résultat, il ne me reste que l'entretien des véhicules à faire et non pas les paiements plus l'entretien ou les locations plus l'entretien. Souvenez-vous que mon pseudonyme, c'est Eric Freedom pour la chaîne eFreedom. Donc, freedom veut dire liberté. Et je vous répète, comme je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, que l'achat d'une voiture ou la location d'une voiture, peu importe, les paiements reliés à une voiture sont un des maillons forts de la chaîne du métro-boulot-dodo ou qui est ce cercle vicieux de t'achètes une voiture pour aller au travail. Mais maintenant, tu dois aller travailler parce qu'il faut que tu payes la voiture. Ce genre de cercle vicieux-là ne s'accorde pas avec la liberté financière que je prône. C'est un attachement, c'est un esclavage, c'est tout sauf une liberté. Ouais, mais moi, tu sais, je me suis acheté une voiture neuve parce que je veux pas avoir de problème ou d'ennui mécanique. L'histoire révèle que même les voitures récentes ou pratiquement neuves ont aussi des ennuis mécaniques et des fois des bugs de première main qu'on appelle, où tu dois quand même amener la voiture chez le mécanicien ou chez le concessionnaire pour l'entretien. Et bizarrement, ils trouvent tout le temps quelque chose pour te facturer du temps ou une pièce ou quelque chose que tu n'avais pas prévu ou qu'ils ont trouvé magiquement que ton véhicule a besoin. La différence, c'est que quand ta voiture est récente ou neuve, c'est juste plus frustrant parce que ça te paraît moins normal. Voici, une voiture, peu importe son âge, nécessite de l'entretien, c'est inévitable. Les pneus, les essuie-glaces, les changements d'huile, les changements de filtre, les freins, les plaquettes, les disques, donc, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là, qu'elles soient neuves, récentes ou plus âgées. La question, est-ce que c'est mieux, financièrement parlant, d'avoir et les paiements et l'entretien, ou si possible, que l'entretien? C'est un petit peu comme la maison. Est-ce que c'est mieux l'hypothèque et l'entretien ou, si possible, seulement l'entretien? Je pense que la réponse est évidente. C'est comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres capsules, l'entretien des véhicules ne devrait jamais être une surprise, mais comme c'est cyclique, c'est certain que ça va revenir, c'est certain que vous allez avoir besoin de pneus, c'est certain que vous allez avoir besoin d'essuie-glaces, c'est certain qu'il va arriver quelque chose dont vous ne vous attendez peut-être pas. Donc, comme c'est une certitude, ça devrait être prévisible, il devrait avoir de l'argent qui s'en va tous les mois que pour l'entretien. Mais imaginez si vous avez le paiement, mais vous avez de l'argent qui s'en va nécessairement pour le paiement, mais ça prend aussi de l'argent qui s'en va pour l'entretien, puis pas arriver à un moment donné à dire « Oh non, j'ai encore ça, il faut encore que je mette de l'argent sur ma voiture. » Ben, ça ne devrait pas être une surprise. C'est un cycle. C'est prévisible. C'est sûr que ça va arriver. C'est juste à déterminer quel montant vous devez mettre par mois de côté pour prévoir l'entretien de vos véhicules. Dans mon cas, j'ai 2 voitures européennes dans le stationnement qui nous servent pour les déplacements de la famille. Et ça fait déjà 3 mois que je n'ai pas mis un seul sou dessus les véhicules.
même comme là, mon agenda me dit que je suis dû pour le changement d'huile. Éventuellement, il va y avoir des pneus. Éventuellement, il va y avoir des essuie-glaces. Mais pour l'instant, ça fait quand même 3 mois qu'il a sorti aucun sou de mes poches pour mes 2 véhicules que j'ai dans le stationnement. À part l'essence, tout simplement. Ouais, mais moi, là, Eric Freedom, mon employeur me donne une allocation de voiture. Ah, c'est une autre histoire. OK, mais est-ce que cette allocation-là paye pour tous les paiements, l'essence, les déplacements d'affaires et l'entretien au complet? Ou seulement en partie et vous devez en débourser une partie supplémentaire venant de vos poches? Si vous travaillez sur la route, c'est certain que vous ne pouvez pas louer la voiture. Vous devez faire l'achat de la voiture. Elle doit vous appartenir à cause des fameux frais excédentaires du kilométrage. Si tu travailles sur la route, c'est sûr qu'on va faire du kilométrage excédentaire. Donc, on ne va pas là. On fait l'achat, ça fait plus de sens financier que de dépenser pour du kilométrage excédentaire. Si la voiture est au nom de l'entreprise, cette capsule-là, elle vous concerne même pas puisque c'est votre employeur habituellement qui devrait débourser pour à peu près toutes les dépenses et vous devriez avoir qu'à dépenser quelques sous pour l'essence pour l'utilisation que vous en faites personnelle sur laquelle votre employeur vous laisse un petit lousse. Ça, c'est correct. Mais si l'auto, bien que l'employeur défraie des coûts par le kilométrage ou par le compte de dépenses, ou peu importe de quelle, ou allocation, peu importe de quelle façon, si pour celle-ci, elle doit être quand même à votre nom, à ce moment-là, je vous suggère de ne pas acheter le dernier modèle, le dernier cri de la voiture de prestige sous le prétexte que votre employeur paye celle-ci. Parce qu'à ce moment-là, c'est certain et de vous dire que vous le méritez et d'en payer une partie supplémentaire de vos poches pris sur votre propre salaire. Parce que à ce moment-là, si jamais il arrive une restructuration ou quelque chose concernant votre emploi, eh bien, c'est certain que cette voiture-là, si vous perdez votre emploi, par exemple, cette voiture-là va demeurer sous votre responsabilité, sous votre nom, et plus d'emplois, mais les paiements qui rentrent quand même. Et là, vous allez trouver ça très difficile. Si c'est votre cas, si vous travaillez sur la route, je vous suggère de chercher une voiture qui est confortable. Puisque vous travaillant dedans, vous allez passer beaucoup de temps à l'intérieur de la voiture, donc c'est important d'avoir un certain confort, donc l'air climatisé, des fauteuils confortables, ces choses-là, ça, je comprends ça. Parce que, comme je dis, vous allez passer beaucoup de temps sur la route dans celle-ci. Puisqu'une voiture est réputée perdre énormément d'argent à sa sortie du concessionnaire, donc dans ses 2 premières années. En fait, une voiture d'environ 30 000 sortie du concessionnaire perd environ 3 à 5 000 automatiquement. Donc, je vous suggère d'opter pour une voiture qui a déjà au moins 3 années d'existence comme modèle. 3 ans d'usure, si vous voulez. De cette façon. Et possiblement de l'acheter d'un particulier. Pourquoi? Eh bien, à ce moment-là, il y a probablement la possibilité d'éviter une taxe excédentaire sur la transaction que vous éviteriez pas en la faisant chez le concessionnaire. De cette façon, les allocations que votre employeur vous fournira vont probablement s'équilibrer entre ce que ça vous coûte et ce que vous recevez de votre employeur, parce que la voiture étant plus vieille ou envoyant plus d'usure. Mais gênez-vous pas, si vous pouvez avoir une bonne voiture, qui a 5 ans, 6 ans peut-être même, elle peut quand même vous emmener du point A au point B et très bien vous servir. Et à ce moment-là, le moins d'argent que vous êtes obligé de mettre sur le véhicule et le plus que vous en avez dans votre compte de dépenses, des fois, étonnamment, pour certaines personnes qui le font de façon intelligente, il reste une différence qui est là, qui peut être profitable pour leur poche. Mais ce n'est peut-être pas le but visé, mais si c'est possible, pourquoi pas? Ça fait partie de vos avantages ou vos avantages sociaux d'où vous travaillez à ce moment-là. Vous êtes un jeune homme de moins de 25 ans et vous avez besoin d'un véhicule pour vous rendre du point A au point B, c'est-à-dire vous rendre probablement à votre lieu d'études et de votre lieu d'études, peut-être à votre lieu de travail parce que vous essayez de faire quelques sous
entre études et travail et retourner éventuellement à la maison, peut-être une sortie une fois de temps en temps, eh bien, je vous suggère rien de moins qu'une bonne vieille minoune qui vous apportera du point A au point B. Et pas besoin d'essayer de flasher avec ça. Pas grave s'il y a quelques petits spots de rouille dessus, mais payez le moins cher possible pour quelque chose que quand même vous allez prévoir l'entretien. Essayez de l'acheter content. Essayez pas de bâtir votre crédit avec ça. C'est une mauvaise idée de faire ça. Essayez de payer content. Faites tout pour le payer content, en fait, et de ramasser de l'argent que pour l'entretien, au lieu d'avoir paiement et entretien, surtout si vous essayez de garder, de concentrer vos sous, les quelques sous que vous faites, pour votre bien-être. N'oubliez pas besoin de quelque chose qui flash. Des fois, la jeunesse, on cherche vraiment l'approbation de nos pères, on cherche quelque chose qui flash un peu plus pour bien paraître, mais ça n'a aucune importance. Sachez une chose, que n'oubliez jamais que les opinions des autres à votre sujet n'ont pas à devenir votre réalité à vous. Ça n'a pas à vous influencer. Les opinions des autres à votre sujet n'ont pas à devenir ou faire partie de votre réalité. C'est bon? Achetez idéalement une 4 portes, toujours à vous, 25 ans et moins, jeune homme, une 4 portes automatique et ainsi vos assurances vous coûteront moins cher. N'oubliez pas que lorsqu'on assure un véhicule, ce qu'on assure, c'est le risque potentiel. Si vous pensez que quelqu'un pourrait avoir l'intention de vandaliser, de brûler ou de voler votre véhicule, votre vieille minoune, ben assurez-la pour autant pour le feu, vol et vandalisme. Mais n'oubliez pas que vous n'assurez que le risque. Sinon, assurez-la, comme on dit dans le jargon, que d'un seul côté. Pour ce qui est du reste des coûts moyens mensuels d'un véhicule en Amérique du Nord, ça représente en général une moyenne d'environ 500 $ par mois. En fait, c'est 509 $ par mois. Mais disons que vous êtes raisonnable et que vous avez un véhicule plus modeste qui vous coûte environ 350 $ par mois. Savez-vous combien vous coûte le véhicule en réalité si on prend 350 $ par mois sur 30 ans avec les intérêts composés annuels? On parle ici d'environ 300 000 $ avec les intérêts composés sur 30 ans, soit 100 000 $ par décennie que vous auriez pu mettre de côté. Donc, ce n'est pas combien vous coûte le véhicule maintenant, mais c'est combien vous empêche de faire d'argent ce même véhicule. Et le marché devrait vous rapporter, et je parle ici à 5 % d'intérêt, mais le marché en général devrait vous rapporter présentement, peut-être, si vous placez bien vos billes, 7,5 %. Donc, si c'était à 7 % d'intérêt, ça représenterait 428 700 $ que vous auriez empêché d'emmagasiner à cause de la possession d'un véhicule, peu importe, même s'il est modeste. Imaginez si c'était à 500 $ par mois. Eh bien, vous savez que vous frôleriez là, le demi-million et au-dessus à ce moment-là. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous trouvez pour vous que ça fait du sens, on vous invite à partager le tout via les médias sociaux tels votre page Facebook. S'il vous plaît, laissez vos commentaires au bas de la page. Faites un thumbs up, faites un like. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook Passive Income is Freedom avec Eric, dont le lien est au bas de la page YouTube. C'était Eric Freedom pour le bon sens financier, parce que c'est important que vos finances fassent du sens. À la prochaine. Au revoir.